Ces négociations vont-elles pouvoir mettre un terme à cette guerre qui ensanglante le Soudan? Les combats entrent dans leur 4e semaine. Plus de 700 morts selon l'ONG ACLED, plus de 5000 blessés, 335 000 déplacés, 115 000 réfugiés selon l'ONU. On en parle avec vous, Gérard Prunier. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historien spécialisé dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Alors cette guerre, elle oppose deux généraux, deux anciens caciques d'Omar el-Béchir. On va revenir sur leur profil avec vous. Mais d'abord, un mot de ces négociations en Arabie Saoudite. Plus que la paix, ce serait plutôt une trêve. Les trêves n'ont jamais été respectées. Est-ce que vous pensez que ça peut avancer? Il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance parce que depuis le renversement du régime islamiste, conjointement d'ailleurs par les deux hommes qui s'affrontent aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'est pas dans un seul pays avec deux armées. Or, c'est littéralement le cas, parce qu'on dit des paramilitaires. Oui, parce qu'ils n'ont pas le statut de l'armée nationale, mais ils ont autant d'hommes et d'équipements que l'armée nationale. Donc, en fait, il y a deux armées face à face, et c'est évidemment pas quelque chose qui pouvait durer. Et ça a duré pendant 3 ans et demi. Alors, je disais, il y a quand même un bilan qui est déjà très lourd. C'est la 4e semaine de combat. Vous ne croyez pas en ces négociations, mais alors qui peut faire quoi? On sent que l'Union africaine, ça ne va pas être possible. Demain, il y a la Ligue arabe qui se retrouve donc pour en discuter. Pour vous, qui peut peser sur ces deux hommes? Qui peut arrêter les combats? Personne. Personne. Et justement, ce qui est intéressant, si j'ose dire, parce que c'est terrible, mais c'est l'acharnement. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État ou quelque chose comme ça au Soudan. En général, moi, je me rappelle quand Nimeri a été renversé, etc. Bon, ça durait 3 jours et il y avait 10 morts. Pourquoi? Parce que ceux qui renversaient et ceux qui étaient renversés étaient les mêmes, je dirais, en termes culturels, ethniques. Et ne faisons pas rentrer de facteurs religieux, tout le monde est musulman. Mais là, ce n'est pas le cas, selon vous. Là, si, tout le monde est musulman. Oui, non, tout le monde est musulman, mais vous me dites que là, c'est un scénario différent. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les derniers moments du régime Béchir, les derniers 18 mois, il avait tellement besoin d'hommes pour la guerre civile au Darfour, qui là était vraiment quelque chose qui le préoccupait et qui était en plus très anti-islamiste, qu'il a recruté des gens locaux. Et ces gens-là ne sont pas des Arabes et ne sont pas les gens qui traditionnellement sont au pouvoir au Soudan depuis 2 siècles. Parce que le Soudan a été créé non pas par la colonisation étrangère européenne comme d'autres pays d'Afrique, mais par la colonisation ottomane, c'est-à-dire l'empire turc d'avant 1914. Et bon, ils ont bricolé quelque chose essentiellement avec des élites politiques venues de la vallée du Nil, ce qu'on appelle en arabe Aoulad el-Beled. Et là, tout d'un coup, ces gens de la vallée du Nil qui contrôlent le pays depuis 2 siècles sont en face d'une armée révoltée qui était la leur, mais qui vient d'ailleurs et qui vient d'une partie qui était colonisée autrefois. Alors là, on parle donc de 2 camps, effectivement. D'un côté, Oui. le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef de file de la junte, donc issu du coup d'État, vous nous l'avez rappelé, d'octobre 2021. En fait, ils étaient 2 en poste depuis ce coup d'État. Ils se sont alliés. Le général Abdel Fattah al-Burhan, donc à la tête de l'armée régulière, pour faire court. Et nous avons Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, le chef des redoutables FSR, les forces de soutien rapide. Ils se sont alliés. Un concours vraiment, c'était une alliance de circonstances, c'est-à-dire pour effectivement évacuer les civils, reprendre le pouvoir, mais seulement ils étaient 2. Donc là, aujourd'hui, c'est juste, il y en a un de trop. Il fallait avant tout empêcher la démocratie. Et là, ils étaient d'accord. Ni l'un ni l'autre ne sont des grands partisans d'un régime démocratique. Donc, ils ont été alliés. Tant qu'il s'agit. Et la dernière fois qu'ils ont fait un coup d'État à l'intérieur du coup d'État en octobre 2021. Effectivement, le 25. Ouais. Oui. Et puis bon, ils sont restés face à face. Et on attendait, moi qui connais le pays depuis longtemps, j'attendais le moment où ils allaient se sauter dessus. Et là, on peut dire c'est l'armée régulière, c'est-à-dire Burhan, qui a pris l'initiative.
Mais pourquoi? Parce que Hemeti était en train d'amener des hommes et de l'équipement à Khartoum et qui se demandait quand est-ce qu'il va me sauter dessus. Donc je lui saute dessus avant qu'il ne me saute dessus. C'est tout. Mais Hemeti dit lutter, le général Hemeti dit lutter contre les islamistes qui gangrènent l'armée. Hein, c'est, semble-t-il, ce qu'il avance pour expliquer cette guerre fratricide. Mais c'était évidemment un argument de marketing. C'est-à-dire, il sait que ça plaît aux Blancs, aux Occidentaux, qui ont peur des djihadistes à travers tout le Sahel, depuis l'Éthiopie jusqu'à la Mauritanie, hein, donc notamment au Soudan, sur le chemin. Et il se dit que s'il emploie ça comme argument, il a quelques chances d'éviter que quelqu'un d'extérieur, et on sait que le quelqu'un d'extérieur serait les Égyptiens avec le soutien des États-Unis, n'intervienne du côté de l'armée régulière. Donc c'est l'argument qu'il met en avant. On va revenir sur le parcours de cet homme quand même qui a commencé comme trafiquant de chameaux, semble-t-il, et après c'est une sorte d'ascension irrésistible. Aujourd'hui, il va peut-être prendre la tête du Soudan. C'est un fin stratège, c'est un opportuniste. Vous qui connaissez bien ce pays, cet homme, quelle est votre analyse? Tout ce que vous dites. Un bon stratège, un opportuniste. Et il a commencé comme berger, hein, il n'a jamais été à l'école. D'ailleurs, il parle un arabe très mauvais, qui fait que dans l'élite, on se moquait de lui, en disant que c'était quelqu'un qui montrait bien qu'il était un sauvage, quoi. Bon. Mais on dit souvent qu'il est sanguinaire, qu'il est sans pitié, sans merci. Mais Burhan, lui aussi, était... et ils ont travaillé, si j'ose dire, ils ont tué ensemble contre l'insurrection au Darfour. Et Burhan était le supérieur des métiers. Alors, de dire que l'un est un sanguinaire alors que l'autre serait différent, non, ils sont exactement pareils. Est-ce que l'un est plus riche que l'autre? Parce que, semble-t-il, le général Hemeti a pris le contrôle de l'or et le Soudan est le 3e producteur mondial. Pas mondial, africain, pardon. Il a pu effectivement voler plus d'or que l'autre. L'autre essaye d'en faire autant, mais n'a pas eu autant de succès. Donc il est moins riche. Hemeti a plus de moyens. Mais en termes de soutien diplomatique ou de possibilité d'intervention extérieure, Burhan, le chef de l'armée régulière, est en meilleure position. Lui, pour être soutenu par l'Égypte, l'Égypte notamment? Oui, parce que l'Égypte est l'ancien pays colonial. Il ne faut pas oublier que là, on est dans une situation assez particulière pour l'Afrique, qui est très rare, où le pays qui a colonisé ce qui est devenu le Soudan à partir de 1821 n'était pas un pays européen. Et justement, pour en revenir avec les soutiens des uns et des autres, donc le général Hemeti, lui, il pourrait avoir, en tout cas, il a des contacts avec Wagner, on en parlait dans la première partie, donc peut-être avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une sorte de confrérie des paramilitaires qui pourrait se former? Parce qu'on parle aussi du soutien du général Haftar. C'est plus simple. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Comme il sait bien qu'il n'a aucune sympathie pour les Russes, Wagner, etc., mais c'est vrai qu'il a un certain soutien de leur part. Bah, pourquoi? Parce que les Américains sont derrière les Égyptiens et que donc s'il y a une intervention étrangère qui soutient l'armée régulière, elle viendra d'Égypte et des États-Unis. Donc, eh ben, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et c'est pour ça que les négociations qui doivent avoir lieu ont lieu en Arabie Saoudite, à Jeddah, parce que les États-Unis, parce que ce soutien? Parce que l'Arabie Saoudite a toujours été vue comme étant un pays étroitement allié aux États-Unis, mais que depuis quelque temps, et depuis que M. Poutine fait des promenades militaires en Ukraine, l'Arabie Saoudite en a profité pour reprendre une certaine autonomie vis-à-vis des Américains. Donc, à l'heure actuelle, ils sont vus comme un pays arabe neutre. Ce qui est peut-être pas faux d'ailleurs, mais ça, c'est quelque chose de très récent. Alors pour revenir sur les soutiens des uns et des autres, Gérard Prunier, on peut aussi parler... Alors la Libye, le général Haftar, semble-t-il, il aurait effectivement, en tout cas, il aurait des liens avec le général Hemeti. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Bon, là, c'est assez simple. C'est parce que lui-même emploie un certain nombre de combattants du Darfour. Et bon,
Il a fait un petit geste qui ne doit pas coûter grand-chose. D'ailleurs, les photos qu'on nous a montrées de ça sont fausses. Nous vivons au royaume des fake news. C'est sur l'envoi de cet avion, oui. L'avion que l'on montre était en fait en Syrie. Et il faisait des vols entre la Syrie et Benghazi, c'est-à-dire chez Haftar. Et bon, on l'a montré, mais il n'était pas du tout au Soudan, où d'ailleurs un avion aussi grand n'aurait pas une piste où se poser. Bon ben voilà pour ce rectificatif. On pense au Tchad aussi, pays limitrophe. Est-ce qu'il y a des risques de déstabilisation? Oui, et il y a eu une tension parce qu'à un certain moment, les gens de Wagner avaient envie de prendre le Tchad. Parce que évidemment, depuis qu'Idriss Déby a été tué face à une insurrection tchadienne, le pays est à prendre. L'actuel, le fils de Déby, qui a fait un coup d'État à la mort de son père à l'intérieur du régime, n'a pas beaucoup de soutien. Et donc Wagner était tenté. Et à ce moment-là, on aurait pu penser que peut-être Hemeti aurait pu suivre le même chemin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Éthiopie, un autre pays que vous connaissez bien, là aussi, comment ils vont se positionner? Pour le moment, ils essayent de se positionner. Ils sont très frustrés parce que c'est allé chez les Saoudiens, mais ils auraient bien aimé, eux, être les arbitres, faiseurs de paix, puisqu'ils sortent tout juste d'une guerre civile qui a fait 600 000 morts dans l'indifférence la plus totale. Alors aussi les chiffres que l'on cite pour les pertes depuis que Hemeti et Burhan se tapent dessus sont tout à fait sous-estimés. Plus de 700 morts, donc pour vous, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous pensez que ce conflit va s'enliser? Oui. Et d'ailleurs, ce qui est en cause, c'est la survie du Soudan. Va-t-il rester en un seul morceau? Parce que si Hemeti est battu, il se replie chez lui, sur le Darfour. Et là, il y a un pôle qui est fondamentalement, étranger sur tous les plans. Donc ça pourrait aussi une volonté de sécession, si je vous suis bien. Merci beaucoup Gérard Prunier d'être venu sur le plateau de 64 minutes.